La frontière entre le bien et le mal est si perméable que presque tout le monde peut être amené à la franchir, dans les bonnes circonstances. Philippe Zimbardo. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous étiez proche de la frontière entre ce qui est moralement juste et ce qui est monstrueusement faux? Peut-être pensez-vous que cette ligne est claire, solide, infranchissable. Après tout, vous êtes quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette frontière est faite de papier, qu'elle est fragile et facilement déchirée, que dans de bonnes, ou plutôt de mauvaises, circonstances, vous pouvez la franchir sans même vous en rendre compte? Imaginez ceci. Vous conduisez un jour chaotique. Une autre voiture se place soudain devant vous, manquant de provoquer un accident. Votre respiration s'accélère, le sang vous monte à la tête et, sans réfléchir, vous réagissez. Vous criez, vous klaxonnez ou vous jurez. Ce n'est qu'un instant, mais à ce moment-là, vous avez franchi une limite. Vous avez laissé l'irritation prendre le dessus. Vous ne l'aviez pas prévu. Vous ne l'avez pas voulu. Mais le contexte vous a poussé à réagir ainsi. Transposez maintenant cette logique à une situation plus extrême. Vous êtes sous pression. Votre sécurité, votre travail ou même votre vie sont peut-être en jeu. Les règles que vous connaissez commencent à disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Les circonstances semblent justifier l'injustifiable. La question est la suivante. Seriez-vous toujours la personne que vous croyez être? Ou seriez-vous entraîné dans un abîme dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? Cette idée peut sembler inconfortable, voire absurde, mais voici la vérité. Personne n'est aussi éloigné du mal qu'on veut bien le croire. Le livre « L'effet Lucifer » de Philippe Zimbardo met un coup de poing à cette illusion. Il nous confronte à une vérité dérangeante. Vous pouvez être soit le héros, soit le méchant, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Ce n'est pas une question de caractère inébranlable, mais d'environnement. C'est difficile à accepter. Après tout, il est réconfortant de penser que le mal est quelque chose d'extérieur, qu'il appartient à des monstres historiques ou à des personnages lointains. Mais Zimbardo pose une question qui est comme un miroir inconfortable. Et si le méchant n'était pas quelqu'un d'autre? Et s'il était en vous, attendant le bon contexte pour émerger? Nous aimons croire que nos actions sont déterminées par notre essence, par un code moral fixe et inébranlable. Mais c'est un mythe. Ce que vous êtes n'est pas un roc solide. C'est du sable moulé par le vent des circonstances. La personne que vous êtes lors d'une journée paisible peut être très différente de celle que vous devenez dans un moment de crise, de désespoir ou de pouvoir. Zimbardo appelle cela l'approche situationnelle. Cette idée est à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce que, si le contexte nous façonne, nous pouvons créer des environnements qui renforcent le bien. Terrifiante parce que, dans les bonnes ou les mauvaises conditions, tout le monde peut tomber, y compris vous. L'un des exemples les plus frappants de Zimbardo est celui d'Ivanchip Frederick, un Américain typique qui a grandi en jouant au baseball et en mangeant des tartes aux pommes. Un homme ordinaire, décent, à la vie stable. Mais lorsqu'il a été placé dans le contexte brutal d'Abu Ghraib, la tristement célèbre prison d'Irak, quelque chose a changé en lui. Frédéric, comme tant d'autres soldats, est passé du statut de citoyen ordinaire à celui d'auteur d'atrocités. Il n'est pas né monstre. C'est son environnement qui l'a transformé en monstre. Si cela est arrivé à Frédéric, qu'est-ce qui empêcherait que cela vous arrive? Pensez-vous que ce serait différent? Il est facile de le croire. Mais est-ce vrai? Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion philosophique. C'est un appel à la conscience. Si nous comprenons comment le mal émerge, nous pouvons le reconnaître avant qu'il ne s'infiltre dans nos propres actions. Nous pouvons résister au lieu de tomber. Mais pour cela, il faut d'abord admettre une chose difficile à avaler. Le mal n'est pas une force lointaine. Il vit en chacun de nous. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une impulsion, d'un contexte, pour qu'il se manifeste. Ce voyage que nous allons faire ensemble n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Nous allons explorer comment le contexte transforme les gens ordinaires en monstres. Mais nous allons aussi découvrir comment résister. Car si nous sommes vulnérables au mal, nous sommes aussi capables d'héroïsme. La question est, qui choisirez-vous d'être? Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous saviez être mal, mais qui vous semblait si petit, si insignifiant, que cela ne valait pas la peine de s'en inquiéter? Peut-être avez-vous pris quelque chose qui n'était pas à vous, parce que personne ne regardait. Ou vous avez ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide, en pensant « ce n'est pas mon problème ». Ces petits dérapages semblent anodins, mais ils ont un poids bien plus important que nous ne le pensons. Le mal commence rarement par de grandes atrocités. Il s'insinue lentement dans nos vies,
cachés dans de petits actes qui, isolés, semblent insignifiants. Chaque petite concession est comme une brique qui ouvre la voie à quelque chose de plus grand et de plus dangereux. Imaginez ceci. Vous êtes dans un environnement où tout le monde autour de vous prend de petites libertés. C'est peut-être au travail, où les gens arrivent régulièrement en retard ou utilisent les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Au début, vous trouvez cela étrange, mais au fil du temps, cela devient la norme. Avant même de vous en rendre compte, vous commencez à agir de la même manière. Non pas parce que vous pensez que c'est bien, mais parce que c'est ce que tout le monde fait. C'est le grand danger de la routine. Elle nous apprend à accepter des choses qui auraient été inacceptables auparavant. Ce qui était l'exception devient la règle, et nos actions commencent à s'aligner sur notre environnement. Cela ne se produit pas seulement dans la vie de tous les jours. L'histoire en est pleine d'exemples. Les atrocités qui ont marqué l'humanité, comme les génocides, les guerres et les régimes oppressifs, ont généralement commencé par de petites étapes. D'abord, des restrictions discrètes. Ensuite, des discours qui réduisent l'humanité de l'autre. Ces actes isolés créent ensemble une avalanche de destruction. Mais le même mécanisme se produit à plus petite échelle. Pensez à la circulation. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un enfreindre les règles, couper la file, doubler de manière risquée ou se garer à un endroit interdit. Plus les gens sont nombreux à agir de la sorte, plus le sentiment de normalité s'accroît, et ce qui paraissait autrefois répréhensible devient banal. C'est le danger de la normalisation. Le psychologue social Philippe Zimbardo souligne que le mal prospère lorsque nous ne remarquons pas les petits actes qui le nourrissent. Une étude new-yorkaise intitulée « Théorie des fenêtres brisées » l'a clairement démontré. Un bâtiment abandonné dont une fenêtre est brisée attire rapidement d'autres actes de vandalisme et devient rapidement un épicentre de la criminalité. Tout commence par quelque chose que personne n'a réparé. Dans votre routine, quelles sont ces fenêtres brisées ? Quels sont les petits actes qui s'accumulent autour de vous et qui modifient ce que vous considérez comme acceptable ? Avez-vous déjà franchi une ligne sans vous en rendre compte, juste parce que cela vous semblait un détail insignifiant ? Mais qu'en est-il quand il ne s'agit pas seulement de petits dérapages quotidiens ? Lorsque quelqu'un, une figure d'autorité, vous dit de faire quelque chose que vous savez être mal, comment réagissez-vous ? Remettriez-vous cela en question ? Ou bien obéiriez-vous sans hésiter ? Peut-être pensez-vous que la réponse est évidente, mais dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi l'obéissance aveugle peut être plus dangereuse que n'importe quelle routine. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Imaginez que vous êtes dans une pièce et que vous tenez un interrupteur. Une personne que vous n'avez jamais vue se trouve de l'autre côté d'un mur, attachée à une chaise. Votre tâche est simple. Appuyez sur l'interrupteur chaque fois que cette personne se trompe dans une réponse. À chaque erreur, l'intensité de la décharge électrique que vous administrez augmente. Vous entendez les cris de l'autre côté. Au début, ils sont légers, puis terrifiants, jusqu'à ce que le silence absolu s'installe. Cela ressemble à une expérience de torture. Mais il s'agit en fait d'une étude menée par Stanley Milgram dans les années 1960. L'objectif ? Déterminer jusqu'où les gens ordinaires étaient prêts à aller pour obéir aux ordres, même si cela signifiait causer de la douleur à un autre être humain. Le résultat ? Plus de 60% des participants ont continué à pousser le bouton jusqu'à la limite mortelle. Pourquoi ? Parce que quelqu'un en blouse blanche, une figure d'autorité, a dit que c'était nécessaire. Ces personnes n'étaient pas des monstres. Ce n'étaient pas des sadiques. C'étaient des gens ordinaires, comme vous et moi. Mais le pouvoir de l'autorité a suffi à effacer leurs limites morales. Milgram a découvert une chose troublante. L'obéissance aveugle peut transformer n'importe qui en instrument de cruauté. Peut-être pensez-vous qu'à la place de ces personnes, vous auriez agi différemment. Vous auriez défié les ordres et refusé d'appuyer sur le bouton. Mais l'auriez-vous fait ? Combien de fois avez-vous suivi des ordres simplement parce qu'ils émanèrent d'une figure de pouvoir ? Au travail, à l'école, et même en famille. Ce qui rend l'obéissance si dangereuse, c'est qu'elle nous offre quelque chose de tentant, la possibilité de transférer la responsabilité. Lorsque nous obéissons, nous ne nous sentons plus responsables des conséquences de nos actes. Après tout, ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Ce mécanisme a joué un rôle crucial dans certains des moments les plus sombres de l'histoire. Dans les régimes autoritaires,
Des personnages tels que des bureaucrates ou des soldats ont souvent justifié leurs actions en disant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Cela crée une distance morale entre la personne et les conséquences de ses choix, ce qui permet à des individus qui, dans d'autres circonstances, seraient considérés comme ordinaires, de commettre des atrocités. Mais ce comportement ne se limite pas aux grandes tragédies historiques. Il se manifeste dans la vie de tous les jours, dans des situations beaucoup plus courantes que nous ne le pensons. Pensez à un environnement de travail où des décisions douteuses sont prises par des supérieurs. Combien se lèvent pour les remettre en question? Et combien se conforment, préférant croire qu'ils n'ont pas le choix? L'obéissance aveugle nous offre une zone de confort où nous n'avons pas à faire face à des dilemmes moraux. Mais ce confort a un prix, la perte de notre humanité. Lorsque nous devenons de simples exécutants, nous cessons de penser par nous-mêmes et nous nous éloignons de l'empathie. Mais est-il possible de résister? Face à tant de pression, comment certains parviennent-ils à dire non? La réponse se trouve chez ceux qui choisissent d'assumer leurs responsabilités, même lorsqu'il est plus facile de les transférer. Et c'est là que nous entrons sur le terrain plus subtil de l'influence. Comment l'environnement peut non seulement modeler nos choix, mais aussi effacer la frontière entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui rend quelqu'un capable de faire du mal à un autre être humain? C'est une question qui résonne tout au long de l'histoire de l'humanité. Comment expliquer les atrocités qui vont des camps de concentration aux actes de cruauté quotidiens? La réponse réside souvent dans un processus invisible mais dévastateur, la déshumanisation. Déshumaniser, c'est transformer l'autre en quelque chose de moins qu'humain. C'est effacer son individualité, ses sentiments et sa dignité, jusqu'à ce qu'il devienne facile d'ignorer sa douleur ou, pire, de la justifier. Ce processus est subtil, mais incroyablement efficace. Après tout, comment éprouver de l'empathie pour quelqu'un que l'on ne considère plus comme un égal? Pensez aux conflits les plus brutaux de l'histoire. À plusieurs reprises, des publicités et des discours ont déshumanisé des groupes entiers, les comparant à des animaux ou à des êtres inférieurs. Ce type de langage n'est pas choisi par hasard. Il vise à créer une séparation mentale, une ligne invisible qui fait de l'autre un ennemi, une chose dont on peut se passer. Mais ce phénomène ne se limite pas aux horreurs de la guerre. Il se produit à petite dose, tous les jours. Pensez aux blagues pleines de préjugés, aux surnoms qui ridiculisent des groupes ou des individus, aux commentaires qui réduisent les gens à des stéréotypes. Chacune de ces actions, aussi minime soit-elle, contribue au processus de déshumanisation. Et ce phénomène est plus courant que nous ne le pensons. Sur les réseaux sociaux, par exemple, où l'interaction se fait derrière un écran, l'empathie est souvent remplacée par l'agressivité. Là, l'autre n'est pas un être humain avec des sentiments, mais un avatar, un nom, un ensemble d'opinions qui ne correspondent pas aux nôtres. Il est facile de l'attaquer, de l'insulter et de l'écarter, parce qu'après tout, ils ne sont pas réels. Ce mécanisme a fait l'objet d'une étude approfondie par Albert Bandura, psychologue social de renom. Dans une expérience, il a divisé des groupes d'étudiants et les a placés dans une situation où ils devaient punir d'autres participants avec des chocs électriques. Avant de commencer, Bandura a manipulé la description des groupes. Pour un groupe, les gens étaient qualifiés d'animaux. Pour un autre, ils étaient décrits comme perceptifs et sensibles. Le résultat était clair. Le groupe qui déshumanisait les autres était beaucoup plus sévère dans ses punitions. Cela nous amène à une réflexion importante. La façon dont on voit les autres influe directement sur la façon dont on les traite. Lorsque nous nions l'humanité de quelqu'un, même inconsciemment, nous ouvrons la voie à la cruauté. Mais pourquoi faisons-nous cela? La déshumanisation nous donne souvent un faux sentiment de supériorité. Il est plus facile de justifier des actes d'exclusion, de préjugés ou de violence lorsque nous pensons que nous sommes moralement, intellectuellement ou même physiquement meilleurs que l'autre personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est si séduisante et si dangereuse. Et le pire, c'est que la déshumanisation est rarement perçue comme une menace. La déshumanisation est rarement perçue comme un acte conscient. Elle se produit subtilement, s'infiltrant dans nos mots, nos attitudes et même nos silences. La question qui se pose est la suivante. Combien de fois avez-vous participé à ce processus sans vous en rendre compte? Combien de fois avez-vous contribué à déshumaniser quelqu'un, même passivement? Mais en même temps, il y a là quelque chose de puissant. Reconnaître ce mécanisme nous donne la possibilité de l'arrêter. Si déshumaniser, c'est effacer l'individualité, humaniser, c'est exactement le contraire. C'est faire ressortir l'histoire, les sentiments et les expériences qui rendent chaque personne unique. Mais il y a plus curieux encore.
La croyance que, parce que nous avons de bonnes intentions, nous sommes à l'abri de l'erreur. Mais le simple fait de croire que nous sommes bons suffit-il? Réfléchissez un instant. Que signifie être une bonne personne? Peut-être imaginez-vous quelqu'un de généreux, d'honnête, d'altruiste. Quelqu'un qui fait toujours ce qu'il faut. Demandez-vous maintenant si vous pensez être l'une de ces personnes. La plupart d'entre nous répondraient par l'affirmative. Après tout, nous voulons croire que nous sommes guidés par des principes moraux, que nos intentions sont pures et que nous faisons de notre mieux. Mais voilà le problème. Les bonnes intentions ne se traduisent pas toujours par de bonnes actions. Il existe une distance dangereuse entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement. Une distance que nous préférons souvent ignorer. Lewis, dans les Lettres d'un diable à son apprenti, illustre brillamment cette idée. Il décrit comment les gens peuvent passer toute leur vie à croire qu'ils sont bons, alors que leurs actions quotidiennes racontent une histoire complètement différente. Dans le livre, Screwtape, un démon expérimenté, conseille son neveu sur la manière d'éloigner les humains de Dieu et de la bonté. Il explique qu'il n'est pas nécessaire de faire commettre de grands péchés à quelqu'un. Il suffit de les distraire, de les convaincre que les petites fautes n'ont pas d'importance. Et c'est exactement comme cela que cela fonctionne. Nous créons des fantasmes de bonté dans notre esprit, imaginant que nous serions des héros dans des situations extrêmes, que nous défendrions les justes, que nous nous battrions pour ce qui est juste. Mais dans la vie de tous les jours, nous négligeons les petites actions qui définissent réellement notre caractère. Imaginez quelqu'un qui rêve de faire un jour un gros don à une association caritative, mais qui passe devant un sans-abri demandant de l'aide et ne fait rien. Ou quelqu'un qui croit être une personne juste, mais qui ignore les injustices sur le lieu de travail parce qu'il ne veut pas créer de problème. Ces contradictions ne sont pas seulement courantes, elles constituent un trait de caractère profondément ancré chez l'homme. Philippe Zimbardo décrit ce phénomène comme une licence morale. Lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous nous en servons pour justifier un relâchement de nos normes dans d'autres domaines. Pensez à la personne qui fait un don à une campagne de charité et qui se montre ensuite grossière envers un collègue. La bonté que nous imaginons posséder nous donne la permission silencieuse d'échouer dans des moments mineurs. Et c'est là que réside le danger. Mais pourquoi faisons-nous cela? Une partie de la réponse réside dans la manière dont nous construisons notre identité. Nous aimons nous voir comme des héros potentiels, prêts à accomplir de grands gestes. Mais ces grands gestes se produisent rarement. Ce sont les petits actes qui façonnent réellement notre identité. Les mots que nous choisissons, les décisions que nous prenons lorsque personne ne nous regarde, les sacrifices que nous faisons sans attendre de reconnaissance. Cependant, l'illusion de la bonté est confortable. Elle nous protège du poids de la responsabilité. Lorsque nous croyons que nous sommes bons simplement parce que nous avons de bonnes intentions, nous évitons de nous confronter à nos propres défauts. Nous n'avons pas besoin de revenir sur les moments où nous avons été impatients, égoïstes ou indifférents. Au lieu de cela, nous nous accrochons à l'idée qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes des personnes honnêtes, même si nos actes disent le contraire. Et lorsque l'environnement qui nous entoure nous pousse à agir, lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles qui exigent courage et sacrifice, ces moments ne mettent pas seulement notre moralité à l'épreuve, ils révèlent qui nous sommes vraiment. Pourquoi certaines personnes cèdent-elles au mal alors que d'autres y résistent? Cette question remet en question notre compréhension de la moralité humaine. Après tout, si l'environnement a un tel pouvoir sur nos actions, comment expliquer ceux qui, contre toute attente, choisissent la voie du bien? Ces personnes sont les véritables héros, mais pas les héros des histoires épiques, avec des capes et des super-pouvoirs. Ce sont des héros silencieux, dont les actes de résistance passent souvent inaperçus, mais laissent une trace profonde. Pensez à Wesley Autry, connu comme le héros de l'underground new-yorkais. Lorsqu'un homme a eu une crise d'épilepsie et est tombé sur les rails, Autry n'a pas hésité. Il s'est levé d'un bond, a poussé l'homme dans l'espace entre les rails et l'a protégé pendant que le train passait. C'était un choix instinctif, mais aussi profondément courageux. Philippe Zimbardo appelle ces personnes des héros du quotidien. Il affirme que l'héroïsme n'est pas une qualité innée, mais un choix, souvent inconfortable, qui exige d'aller à contre-courant. Mais pour faire ce choix, il faut être préparé. Résister au mal commence par la conscience de soi. La première étape consiste à reconnaître nos propres vulnérabilités. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, nous sommes tous sensibles aux influences extérieures, routines, autorité, idéologie. Mais lorsque nous acceptons cette vérité, nous nous donnons également la possibilité d'agir consciemment, de choisir. Deuxièmement, résister demande du courage moral. C'est la capacité d'affronter l'inconfort,
la désapprobation et même le danger pour faire ce qui est juste. Imaginez que vous vous trouviez dans un environnement où tout le monde autour de vous commet des injustices. Auriez-vous la force de vous lever et de dire non ? Pendant l'Holocauste, un petit village français appelé le Chambon-sur-Lignon a offert un refuge à des milliers de Juifs, les cachant des autorités nazies. Dirigés par un pasteur du nom d'André Trocmé, les habitants ont dû faire face à des menaces constantes, mais n'ont jamais cédé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient pris tant de risques, Trocmé a répondu « Nous avons fait ce qu'il fallait faire ». C'est le pouvoir de la responsabilité personnelle, c'est la capacité d'agir, même lorsqu'il est plus facile de se conformer. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une question de grands gestes. La résistance au mal commence par de petits choix. Dire la vérité, même quand c'est difficile. Aider, même quand c'est gênant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'héroïsme ne consiste pas seulement à résister au mal. Il s'agit de créer le bien. Chaque acte de bonté, chaque geste altruiste renforce non seulement la personne qui le pratique, mais aussi l'environnement qui l'entoure. C'est ainsi que l'on brise le cycle du mal, par de petits actes de courage et d'empathie. La question demeure donc, êtes-vous prêt à faire ces choix, à être le héros silencieux dans un monde où tant de gens préfèrent se conformer ? Le bien et le mal ne sont pas des forces extérieures, réservées aux grands événements ou aux personnages historiques. Ils sont présents dans chacun de nos choix. Des décisions les plus simples, comme tendre la main à quelqu'un, ou l'ignorer, aux dilemmes les plus profonds qui mettent à l'épreuve nos valeurs. Philippe Zimbardo nous livre une vérité dérangeante. Le mal ne se développe pas seulement à travers les actions de personnes cruelles. Il se nourrit de la passivité, du silence, de l'indifférence de ceux qui pourraient faire quelque chose, mais qui ne le font pas. John Stuart Mill a dit « Pour que le mal triomphe, il suffit que les bons ne fassent rien. » Mais voici quelque chose d'encore plus fort. Le contraire est également vrai. La bonté se renforce à chaque petit geste de courage, à chaque choix conscient. Lorsque vous décidez d'agir, même si cela semble insignifiant, vous brisez le cycle qui nourrit le mal. Pensez aux petites épreuves auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Peut-être quelqu'un fait-il un commentaire préjudiciable, espérant votre approbation silencieuse. Ou bien, vous voyez une injustice au travail ou à l'école et vous vous dites « Ce n'est pas mon problème ». C'est dans ces moments-là que nous franchissons des lignes invisibles, parfois sans nous en rendre compte. Mais ce ne sont pas seulement les choix difficiles qui définissent notre identité. Il y a aussi les petits gestes de gentillesse. Pensez à quelque chose d'aussi simple que de laisser sa place à quelqu'un dans les transports publics ou de demander à un collègue comment il se sent. Ces gestes ne sont pas seulement gentils, ils créent un effet d'entraînement. Votre geste peut inciter quelqu'un d'autre à agir. Voici maintenant une histoire qui semble sortir d'un film, mais qui s'est réellement produite. Imaginez une journée normale dans le métro de New York. Wesley Autry, un ouvrier du bâtiment, attend le train avec ses 2 jeunes filles. Soudain, un homme à côté de lui est pris d'une crise d'épilepsie et tombe sur les rails. La foule s'affole. Le train arrive. Que fait Autry ? Il saute sur les rails. Il pousse. Alors que le train approche, il pousse le corps de l'homme dans un fossé étroit entre les voies et s'allonge sur lui. Le train les écrase tous les deux, si près qu'ils tachent de graisse la chemise d'Autry. À la fin, ils sont tous les deux vivants. La foule applaudit à tout rompre. Ce qui nous frappe dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'héroïsme, c'est le fait que, pour Autry, c'était le seul choix logique. Il a déclaré « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait ». Mais est-ce le cas ? Tout le monde ferait-il la même chose ? Ou était-il préparé à ce moment parce qu'il faisait déjà le bien par de petites actions quotidiennes ? C'est là toute la question. Résister au mal et promouvoir le bien ne sont pas des compétences qui surgissent de nulle part. Elles doivent être cultivées. Zimbardo appelle cela l'héroïsme au quotidien. Il affirme que l'héroïsme n'est pas une qualité innée, mais une pratique, quelque chose que nous développons par des choix quotidiens. Et comment y parvenir ? Cela commence par la conscience de soi. Nous devons reconnaître nos vulnérabilités et être attentifs aux petits moments où nous sommes mis à l'épreuve. Comme nous l'avons dit tout au long de cette vidéo, nous sommes tous sensibles aux influences extérieures, routine, autorité, idéologie. Mais lorsque nous acceptons cette vérité, nous acquérons le pouvoir d'agir avec intention. Vient ensuite le courage moral, le courage d'affronter l'inconfort, de dire non quand tout le monde dit oui. Imaginez que vous viviez dans un environnement où l'injustice est monnaie courante. Auriez-vous la force de vous lever et de la contester ? Prenons maintenant l'exemple de Malala Yousafzai. Adolescente,
Malala a défié le régime qui interdisait aux filles d'aller à l'école dans sa communauté au Pakistan. Malgré les menaces constantes dont elle faisait l'objet, elle écrivait sur sa réalité et se battait pour le droit à l'éducation. Jusqu'au jour où elle a été brutalement attaquée. Elle a survécu et, au lieu d'être réduite au silence, sa voix est devenue encore plus forte. Malala n'a pas attendu le moment idéal pour agir. Elle a choisi le courage chaque jour, même au péril de sa vie. Et qu'est-ce que cela nous apprend ? Que résister au mal ne signifie pas seulement éviter les actes répréhensibles. Il s'agit de créer le bien, même dans des situations risquées. Chaque acte de bonté, chaque geste altruiste renforce le monde qui nous entoure. Mais voici la chose la plus importante. Le bien et le mal ne sont pas des destins inévitables. Ce sont des chemins. Chaque décision que vous prenez, aussi petite qu'elle puisse paraître, contribue à déterminer le côté où vous choisirez de marcher. La question qui se pose est la suivante. Quel choix faites-vous ? Quel genre d'impact voulez-vous laisser ? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.